Déjà, pour moi, le plus important, c'est de commencer avec un petit point sur l'abstention, parce que je trouve que l'abstention, elle marque très fortement ces municipales cette année. La tendance que j'avais observée lors du premier tour, en fait, elle s'est quand même pas mal confirmée au second. On est sur 57,82% de participation dans l'ensemble des communes concernées par le vote. On a donc une abstention très importante, hein, une abstention à 43%. En fait, exception faite du Covid, c'est le taux de participation le plus bas enregistré pour un second tour au municipal. Ça démontre bien que l'abstention du premier tour, c'était pas juste la conséquence des 68% de communes qui avaient qu'une seule liste, puisque ces communes, cette fois, elles entrent pas dans le calcul du second tour. Le bilan final, il est assez incontestable, hein. Le vote perd de sa force année après année et on est face à une vraie crise démocratique qui se dessine où la question de la légitimité des élus, elle va quand même se poser de plus en plus nettement. Par exemple, cas assez marquant, hein, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, on a une ville avec une population de 104 978 habitants où le maire a été élu après une quinquangulaire avec exactement 5556 votes. 5556 votes, ça représente 24% des votes exprimés et à peine 10% des inscrits sur les listes électorales. On peut vraiment se poser la question de la légitimité d'un maire qui est élu sur ce score dans sa ville. Pour les causes de cette abstention, j'ai déjà un peu tout expliqué dans ma vidéo sur le premier tour, donc je vais peut-être pas me répéter, mais en gros, l'abstention, c'est pas une dépolitisation ou un désintérêt des gens. Ça, je pense qu'il faut vraiment se le graver au fer rouge dans la tête. L'abstention, en réalité, c'est avant tout une crise de la représentation. Si les gens ne votent pas, c'est parce que au fond, personne ne leur parle vraiment, parce que personne ne s'intéresse à elles et eux, et au final aussi parce que les gens, ils sentent que politiquement, on leur ment et qu'on bafoue leurs engagements politiques année après année. Ils voient bien qu'on respecte pas, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, ils voient bien que on respecte pas les programmes, ils voient bien que quand ils s'engagent et qu'ils se battent pour quelque chose, tout le monde ignore leurs engagements, comme on l'a vu avec les pétitions, les mobilisations sociales, même des moments électoraux, hein, comme les législatives. La démocratie, ça ne devrait pas se limiter au vote seul et puis à engueuler les gens parce qu'ils ne vont pas aux urnes une fois tous les 2 ans. La démocratie, c'est un régime de confiance où chacun il doit croire en ce qu'il fait et croire que en fait, ce qu'il fait quand il vote, c'est utile et que son vote est respecté. Et les gens, en fait, aujourd'hui, moi, je trouve que ce qui ressort, c'est que les gens, en fait, sont assez politisés, mais ils sont peut-être lassés aussi des trahisons, des mensonges et des petits arrangements des partis politiques. Et ça se ressent avec une montée de l'abstention. Et j'ai trouvé assez marquant sur les plateaux télé, dans les discours des représentants des grands partis politiques, qu'il y a eu aussi peu de mots sur cette explosion de l'abstention qui est quand même affolante et qui ne fait que grandir élection après élection. Pour les résultats, on va pas redire ce qu'on a déjà dit dans la vidéo sur le premier tour des municipales, comme pour le premier tour, donc il n'y a pas eu vraiment de vainqueur net au second tour des municipales. Ce qui ressort, c'est une très forte fragmentation au niveau des résultats, donc pas de gros vainqueur majoritaire qui prend presque tout, mais plein de petites tendances dans tous les sens, où chacun a pu obtenir des victoires symboliques. Après, s'il n'y a pas de grand vainqueur et que tout le monde se sent un peu gagnant, si on est tout à fait honnête, il y a quand même un grand perdant, et donc ce grand perdant, c'est Raphaël Glucksmann. Comme l'explique un article de Politis, le parti Place Publique de Raphaël Glucksmann avait annoncé prendre les municipales très au sérieux et présenter au moins 400, je cite, chefs de file à travers la France pour s'implanter localement. En gros, l'idée de Place Publique, c'était d'avoir 400 personnalités issues de leur mouvance autour desquelles ils étaient censés constituer des listes Place Publique pour les municipales. Mais ils ont très vite pris le mur de la réalité dans la tronche et au final, Glucksmann, en fait, il n'a réussi à étiqueter aucune liste Place Publique. C'est déjà donc assez inquiétant, hein. Je rappelle que tous les autres grands partis de gauche, hein, LFI, le PS, les écolos, le PCF, ils avaient des listes à leur nom sur le territoire et il y a quand même 35 000 communes en France. Normalement, tu arrives à en trouver au moins une pour porter ta liste, surtout quand tu es un parti aussi médiatisé que celui de Glucksmann. Mais apparemment, personne au local n'a voulu d'une liste Place Publique. Du coup, Place Publique, faute d'avoir leur propre liste quelque part, ils ont caché tous leurs candidats dans des listes d'union de gauche et d'hiver gauche et très rarement en tête de liste. Politis a fait le bilan de Place Publique après le premier tour des municipales et c'est franchement pas brillant, hein. Au final, Place Publique n'a réussi à placer que 570 candidats dans des listes, ce qui est très très peu si on compare à LFI qui avait 10 530 candidats. Et pour les têtes de liste, c'est encore pire, hein. Place Publique n'avait que 25 têtes de liste. Au premier tour, seuls 5 l'avaient emporté majoritairement dans de très petites communes de moins de 5000 habitants. Pire, Place Publique, il n'avait que 62 élus dans des conseils municipaux en comptant les maires. Politis a fait la comparaison
comparaison avec le PCF, qui est loin d'être un grand parti et loin d'être un parti en forme. Et le PCF, au municipal, il a quand même obtenu 469 élus dès le premier tour. En fait, 62 élus, c'est tellement marginal que le parti de Glucksmann, malgré sa médiatisation énorme, malgré ses alliances avec tous les grands partis, en fait, il ne représente que 0,3% des élus de gauche après le premier tour. En proportion réelle d'élus, donc Raphaël Glucksmann, il est plutôt à placer du côté de Lutte ouvrière et Révolution permanente, à la différence que ça, c'est des partis qui ne disposent quasiment d'aucune médiatisation. Après le second tour, la seule chose que pouvait espérer Glucksmann pour garder un tout petit peu de crédibilité, c'était de garder Saint-Brieuc, seule commune de plus de 30 000 habitants avec un maire place publique depuis 2020, un maire qui avait été élu avec 60% d'abstention contre un seul adversaire pendant le Covid. Mais après le premier tour, le maire place publique de Saint-Brieuc a refusé la fusion technique avec LFI et finalement au second tour, il a tout simplement perdu la ville face à la droite. Le bilan de Glucksmann au municipal, c'est non seulement presque aucune tête de liste nationale, non seulement une présence ultra marginale dans des conseils municipaux, je le redis, moins de 0,5% des élus de gauche, mais en plus une défaite spectaculaire sur la seule ville vaguement importante où il avait placé un maire. Et ne me sortez surtout pas l'argument de la jeunesse de Place Publique dans le débat politique. Place Publique a été fondée en 2018, c'est juste 2 ans de moins que LFI qui a été fondée en 2016 et qui fait des résultats totalement incomparables. Ça montre par A plus B que Glucksmann c'est qu'un fantoche médiatique sans colonne vertébrale politique. Glucksmann c'est quelqu'un qui n'a réellement aucune base militante à l'échelle nationale et qui n'inspire absolument rien à personne dans la population. Glucksmann en réalité c'est le loser absolu de ces municipales, juste une fabrication de plateau télé qui ne devrait plus être dans la conversation depuis longtemps. Bon, du coup, pour revenir à l'élection, si on fait abstraction de Place Publique, les autres partis ont tous plutôt bien avancé leur pion. On reviendra sur LR et le PS après, mais on peut déjà noter 2 grosses victoires symboliques, celle du RN et celle de LFI. Côté RN, le parti, il a réussi à être très menaçant, et ça dès le premier tour. En fait, le RN, ils étaient en position de gagner plusieurs grandes villes, notamment Marseille, Toulon, Nîmes et Narbonne, et ça, en soi, pour eux, en fait, c'était déjà une assez grosse victoire, mais on sait aussi qu'au sein du parti, ça espérait quand même très fort faire plus qu'une victoire symbolique et concrétiser. Ils auraient rêvé notamment de prendre Marseille, et on peut dire qu'on a quand même pas mal tremblé à Marseille, où le score du RN était très très haut, et où ça a été très très serré face au PS, mais finalement, grâce au désistement de LFI, l'extrême droite a été largement battue et ça a été un peu le même scénario partout dans les grosses villes, que ce soit Toulon, Nîmes ou Narbonne. Le RN avait réussi à faire d'assez bons scores jusqu'au second tour, mais au final, ils n'ont pas concrétisé. Donc les grosses villes, globalement, ne sont pas tombées, à une exception près. Nice, la 5e ville de France, qui a été gagnée par Éric Ciotti, allié au RN, et qui a battu le maire sortant Christian Estrosi, et qui a donc donné à l'extrême droite sa première grande ville majeure. C'est quand même important de souligner que malgré la perte de Nice, grosso modo, le RN, qui était présenté partout dans les médias français comme le challenger évident des prochaines municipales, il brille pas tant que ça. Élection après élection, ça se confirme. Le RN est très poussé médiatiquement. Il fait d'assez bons scores électoraux, mais en réalité, c'est pas non plus aussi énorme qu'annoncé. Exception faite des européennes, les résultats du RN, ils sont très mitigés, même si évidemment on préférerait qu'un parti d'extrême droite ne gagne aucune voix. Faut faire attention à pas minimiser non plus, le RN n'en reste pas moins une menace très réelle pour les présidentielles, mais je pense que c'est important de remarquer qu'il y a un écart entre le soutien médiatique phénoménal sur lequel le RN peut s'appuyer et ses résultats réels. On n'est pas sur une baudruche vide comme Glucksmann, mais ça peut laisser voir une réalité politique où le RN n'est pas aussi favori qu'on veut bien nous le faire croire, et où une alternative politique bien construite, elle pourrait faire face au RN lors des prochaines présidentielles. Cela dit, le RN fait quand même une performance suffisante pour marquer sa menace après le second tour. Déjà, les scores du parti sont plutôt élevés en comparaison aux années précédentes. Dans certaines villes, ils ont tout simplement doublé, voire triplé leur score, même si le RN n'a finalement pas gagné. Mais aussi, le RN a quand même réussi à poursuivre son implantation locale. Le parti, il a globalement conservé ses bastions traditionnels. Il a aussi réussi à remporter pas mal de petites villes et quelques villes moyennes comme Carcassonne, Carpentras ou Menton, pour un total de 70 municipalités et 3000 conseillers municipaux selon Le Monde. Jordan Bardella a déclaré à ce propos, je cite, que le RN avait fait la plus grande percée de toute son histoire. Alors sur ça, il faut quand même rester nuancé, je le répète, 70 municipalités, aucune grande ville, c'est quand même très très loin d'un raz-de-marée RN, même si c'est déjà beaucoup trop. Mais au-delà du nombre, ce qui est le plus intéressant selon moi, c'est plutôt la modalité des défaites du RN dans la majorité des villes. Ce qui va être très signifiant, surtout si on se projette sur la présidentielle, c'est de comprendre comment le RN a perdu là où il a perdu, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui a bougé, et selon moi, c'est quelque chose de très important. Je vais citer le sénateur RN Christopher Skuzurek, qui expliquait au Monde:
je cite, la nouveauté, c'est que nous ne perdons plus à cause d'un front républicain ou d'une campagne de diabolisation, mais plutôt à cause d'élus locaux bien ancrés ou de facteurs démographiques qui continuent de nous résister. Et je pense que l'analyse qui est faite là, elle est quand même assez vraie, hein. Une grande partie de la droite et du centre, elle a totalement abandonné le barrage républicain lors de ces municipales. Aujourd'hui, on ne fait plus cause commune tous ensemble, qu'on soit de gauche ou de droite, contre le danger de l'extrême droite. Et on sent que l'idée qu'on considère l'extrême droite comme une menace existentielle avec un projet antidémocratique violent et dangereux pour toutes et tous, cette idée, elle a finalement disparu du débat lors des municipales. Clairement, désormais, l'extrême droite, on les confronte comme n'importe quel candidat, et ça veut dire qu'en France, la banalisation idéologique de partis qui étaient historiquement issus du nazisme et du fascisme, elle est en train de s'achever. Dans un sens, je pense que c'est ça la plus grande victoire du RN, hein. C'est pas tellement les villes que le RN a gagnées que de pouvoir aujourd'hui perdre des élections de l'exacte même manière que tous les autres grands partis français. On dit plus à la télé, oh, le RN n'est pas passé, ouf, les nazis ont été vaincus, le barrage républicain a tenu. On dit, oui, le RN n'est pas passé, mais il a manqué d'assises locales en Franche-Comté, etc., etc. Et ça fait, je pense, une énorme différence. Pour finir sur le RN, je dirais que lors de ces municipales, le RN a vraiment confirmé sa force et sa menace, mais qu'il a aussi montré des faiblesses, il a aussi montré des ouvertures très nettes, qui montrent clairement que l'extrême droite peut être vaincue au présidentiel avec le bon challenger en face, même si ça va rester, je pense, un combat de haute volée. Alors, on va passer à LFI. Alors, comme LFI a été créé en 2016 et n'a pas vraiment tenté les municipales avant 2020, cette année, LFI, ils faisaient plus ou moins leur premier vrai municipal et le score, il est forcément très bon comparativement à avant. Cela dit, on note quand même de vrais moments symboliques pour le parti de Mélenchon, hein. Au premier tour, il y avait eu la victoire à Saint-Denis et au second, David Guiraud remporte Roubaix et offre à la France insoumise sa seconde grande ville de 100 000 habitants. On peut aussi noter des victoires importantes à Cré, on peut noter aussi des victoires à La Courneuve, à Vénissieux. Symboliquement, le pari municipal de LFI, il est donc plutôt réussi. LFI, il démontre à la fois qu'ils ont une implantation locale réelle et qu'ils ont aussi une capacité à mobiliser un électorat dans des zones qui sont habituellement laissées de côté de la politique. Beaucoup de commentateurs soulignent notamment que LFI, ils ont réussi à faire voter des jeunes et un électorat populaire qui est souvent abstentionniste, mais qui a adhéré au projet de Mélenchon et de la France insoumise, qui est assez encourageant pour l'avenir parce que ça ouvre une base de votants assez intéressante pour les présidentielles et qui est au fond assez difficile à mesurer. Et donc, il y a un potentiel pour LFI sur d'autres élections qui est encourageant, je dirais. Mais LFI, il rate aussi quelques belles occasions, hein, notamment à Limoges et Toulouse, où deux listes fusionnées de gauche avec à leur tête un insoumis ont perdu face à la droite, et surtout Paris et Marseille qui sont gagnés par le Parti socialiste sans alliance avec LFI. Du coup, LFI apparaît affaibli dans le rapport de force entre les grandes puissances de gauche. Alors évidemment, beaucoup d'analystes et d'opposants à LFI ont sauté sur cette occasion pour attaquer LFI. On a vu notamment beaucoup de discours à la télé affirmer que les alliances de gauche avec LFI ne fonctionnaient pas. Raphaël Glucksmann, par exemple, qui s'était opposé à toute alliance avec LFI, Glucksmann, il a fait le tour des plateaux pour dire, je cite, la gauche qui gagne est une gauche fidèle à ses principes et que la tambouille ne fonctionne pas. En gros, que s'allier avec LFI, c'est voué à l'échec et que les gens ne votent pas pour des listes de gauche alliées à LFI. Une analyse partagée par certains experts, hein, par exemple Vincent Martini, professeur de sciences politiques à Nice, qui a déclaré au New York Times qu'il considérait que la France insoumise était, je cite, la grande perdante des municipales et que les gens, je cite, n'en veulent pas et sont prêts à voter pour n'importe qui d'autre. Le terme plafond de verre a été aussi beaucoup entendu sur les plateaux télé pour expliquer que LFI avait atteint finalement sa limite et n'irait pas plus haut et que donc c'est un parti qui n'avait aucune chance pour des présidentielles. Alors, personnellement, je trouve ça quand même complètement absurde et dire que LFI est la grande perdante des municipales, comme l'a affirmé Vincent Martini, ou que s'allier avec LFI fait perdre la gauche, comme l'a dit Glucksmann, je pense que c'est quand même aller assez vite en besogne, hein. Déjà, rien qu'avec Roubaix et Saint-Denis, s'ils avaient gagné que ces deux villes, LFI, ils auraient largement gagné leur pari municipal en prouvant qu'ils sont un parti qui sait s'implanter dans des villes à l'échelle locale et qui a un poids électoral. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont gagné quand même pas mal d'autres communes et ils ont pesé dans pas mal de scrutins. Je cite la fondation Jean Jaurès qui dit que dans les 35 communes où l'on peut comparer les résultats d'un scrutin à l'autre avec 2020, le score LFI a plus que doublé en 2026, ce qui est à leur échelle, je pense, d'assez bons résultats vu que c'est la première fois qu'ils essaient de s'implanter localement pour des municipales. Mais en plus de ça, on peut souligner que même dans les villes perdues par LFI ou perdues par des alliances avec LFI, comme Toulouse par exemple, au départ, personne n'attendait LFI aussi haut en fait, et donc personne ne s'attendait à ce qu'LFI fasse d'aussi bons résultats. Je le redis,
redis, LFI, c'est un parti qui est là depuis 2016 et qui tente ses premières vraies municipales cette année en 2026. Faire 47% à Toulouse, c'est pas vraiment un échec. Oui, c'est dommage, mais c'est aussi très prometteur et ça montre un parti capable de menacer des élus bien installés dans des fiefs de droite que personne n'arrive à bouger depuis longtemps. Toulouse, c'est une ville de droite depuis 1971, à l'exception d'un seul mandat socialiste en 2008. C'est un peu facile de sauter sur la défaite de LFI à Toulouse pour affirmer qu'à l'échelle nationale, les gens, ils voudraient plus jamais entendre parler de Mélenchon ou je sais pas quoi. En fait, c'est plutôt l'inverse. 47% à Toulouse, ça montre que LFI, c'est un parti dont la marque fonctionne. Son programme municipal, il a séduit et il a séduit d'autant plus qu'il était porté par des figures politiques locales qui sont de mieux en mieux identifiées. Et ça, c'est plutôt bon signe pour l'avenir du parti sur des élections à cette échelle en tout cas. Et puis, ne garder que les villes où les alliances de gauche avec LFI n'ont pas fonctionné, c'est un peu facile. D'autres exemples démentent totalement la théorie du plafond de verre, comme Lyon où l'écologiste Grégory Doucet, perdant dans les sondages, s'est rapproché de LFI et a obtenu une victoire totalement inattendue. On peut aussi citer Nantes où la socialiste Johanna Roland n'a pu sauver son mandat qu'en s'alliant avec LFI. En réalité, si on est honnête, certaines alliances avec LFI ont fonctionné, d'autres non, et ça a surtout dépendu du contexte local et des forces en présence dans chaque commune. Si on doit faire un bilan pour LFI, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que sans être hallucinant, c'est quand même très prometteur pour eux, hein. Oui, LFI ne s'est pas imposé dans ces municipales comme la première force de gauche. Oui, les résultats de LFI restent modestes comparativement à d'autres partis bien plus vieux et bien plus ancrés au local, mais en réalité, c'est déjà plutôt bien. LFI n'a jamais affiché d'ambition folle pour les municipales. Leur objectif, ils s'en cachent pas, c'est la présidentielle. Et pour le coup, avec ces municipales, ils ont fait passer un message plutôt net, à savoir qu'ils sont un parti solide, avec une base militante de plus en plus nette et des cadres de plus en plus formés, un parti capable de se maintenir même dans un climat médiatique totalement défavorable, de quoi faire trembler pas mal de monde, et notamment à gauche au Parti Socialiste, qui enchaîne les sorties contre LFI depuis le résultat du premier tour. Alors, si aucune formation politique ne peut vraiment dire « c'est moi qui ai gagné ces élections municipales », par contre, avec le jeu des éliminations, des alliances et des désistements, il y a quand même deux partis qui semblent avoir un peu tiré leur épingle du jeu et qui comptent bien en profiter pour essayer de se refaire une place à la table des présidentielles, et ces partis, c'est LR et le PS. Côté LR, si le parti a eu du mal dans ses duels dans les grandes villes, il peut quand même se satisfaire d'être le premier parti en termes d'élus. Bruno Retailleau s'en est d'ailleurs vanté à la télévision, je cite « Les Républicains et leurs alliés remportent le plus grand nombre de voix et le plus grand nombre d'élus. Une réalité s'impose, nous sommes toujours et plus que jamais la première force politique locale. » Alors évidemment, comme tout ce que dit Bruno Retailleau, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes et à nuancer. Les Républicains, en fait, ils se sont surtout imposés dans les petites villes et ils ont perdu beaucoup de batailles importantes, et notamment dans les grandes villes. Ils se sont notamment fait prendre Paris et Lyon, qu'ils étaient persuadés de gagner, et à Marseille, ils se sont écrasés à 5%, le plus bas score pour la droite de l'histoire de Marseille. On parlera pas de Nice, où leur ancien partenaire Éric Ciotti leur a piqué la ville pour l'offrir à l'extrême droite. Pire, la majorité de leurs victoires revendiquées dans des villes moyennes, comme Bordeaux ou Annecy, en réalité, ce sont des alliances avec des macronistes et des centristes, ce qui la fout un petit peu mal, vu que LR revendique depuis plusieurs mois être en rupture avec Macron, mais ça reste objectivement le meilleur résultat électoral pour LR depuis longtemps, et les cadres du parti comptent bien revendiquer cette petite victoire pour se construire une statue présidentielle. Bruno Retailleau a d'ailleurs déclaré à propos de la présidentielle à venir, je cite: la droite sera en première ligne pour lutter contre l'extrême gauche et ses complices. La mélenchonisation de la vie politique est un poison qui pourrait tuer notre démocratie. On note que l'ennemi pour la droite n'est définitivement plus de l'extrême droite. Faut dire que sur le papier, il n'y a plus vraiment de différence. L'ennemi de la droite aujourd'hui, pour Retailleau et pour LR, c'est LFI qui se retrouve au centre du coup de beaucoup d'attention. Enfin, les derniers vainqueurs relatifs de ces municipales, c'est évidemment le PS. Le Parti Socialiste a réussi un doublé symbolique très fort en prenant Paris et Marseille. Ils peuvent aussi se vanter d'avoir délogé François Bayrou de la mairie de Pau, et ils ont pris pas mal de villes comme Rouen, Lille, Nantes, Saint-Étienne, Montpellier, Dijon, Rennes ou Nancy. Si on ajoute à ça un maintien dans de nombreuses communes petites et moyennes, c'est plutôt un bon résultat, surtout pour le PS, un parti qui, comme LR, son cousin de droite, est en perdition depuis des années et qui n'a pas réussi à faire seul une seule bonne élection depuis très longtemps. Mais justement, en réalité, aucune des grandes victoires du PS au municipal de cette année n'est vraiment à attribuer au PS tout seul, puisqu'en réalité,
et c'était à chaque fois des victoires obtenues dans des listes d'union des gauches avec le PCF et les écologistes. Donc cette soi-disant domination du PS à gauche, elle est très relative, hein. On pourrait plutôt l'analyser comme une victoire de l'union des gauches, surtout dans les grandes villes symboliques comme Paris ou Marseille. Honnêtement, c'est quand même allé très vite en besogne de passer de un maire PS est élu quelque part à toutes les personnes qui ont voté pour la liste d'union des gauches soutiennent le PS et le projet du PS et voteraient pour le PS à la présidentielle. Mais c'est exactement ce qu'ont fait les cadres du PS, hein, et on a vu sur certains plateaux télé et sur les réseaux des représentants du PS tenir des discours de victoire, revendiquer le fait que leur parti est le premier parti de gauche localement, comme si les résultats marquaient un espèce de retour de l'adhésion populaire au Parti socialiste. Des représentants du PS se sont aussi permis de très nombreux tacles à LFI et Jean-Luc Mélenchon, qui étaient jusque-là présentés comme la force de gauche montante, en espérant peut-être réinstaller le PS comme la nouvelle force de gauche d'alternance en quelque sorte, on pourrait dire. Je cite Olivier Faure, hein, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a quand même déclaré sur BFM « Jean-Luc Mélenchon est devenu aujourd'hui le boulet de la gauche ». On a aussi vu François Hollande, l'ancien président socialiste, sur tous les plateaux télé où il n'a pas mâché ses mots. Il a violemment taclé les alliances avec LFI en faisant des parallèles avec la présidentielle à venir. Je cite: il ne faut pas perdre son temps dans je ne sais quelles alliances, dans je ne sais quelles primaires. Pour la présidentielle, il faut qu'il n'y ait qu'une seule candidature socialiste, social-démocrate, comme on voudra, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, avec Place publique, avec la Convention, le mouvement de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, avec la société civile, et c'est tout. Donc on sent dans ces discours l'idée que le PS pourrait s'émanciper des alliances avec d'autres partis, des partis même modérés, hein, comme les écolos et le PCF, et faire sa route seul pour imposer un candidat à la présidentielle, une idée qui a été reprise par beaucoup de chroniqueurs de plateaux de télé qui étaient vraiment trop contents de tirer à boulet rouge sur Mélenchon. Mais il faut quand même relativiser très fortement cette idée, hein. Si le PS a bien fait de bons résultats au municipal, c'est tout sauf la preuve d'un regain d'intérêt de la population pour les socialistes. Déjà, si le PS fait de super scores au municipal, c'est tout simplement parce qu'il peut s'appuyer sur un ancrage local qui date de plusieurs décennies avec des bastions historiques forts et des élus locaux connus localement et habitués aux campagnes locales. Évidemment, le PS fait mieux qu'LFI à ce niveau-là, hein, LFI de son côté n'a jamais vraiment fait campagne au municipal et c'est un parti qui commence à peine à s'implanter localement. C'est des choses qui se font sur la durée. Il n'y a pas vraiment de comparaison possible vu que le point de départ entre les deux partis n'est pas du tout le même. Pire, une enquête menée par François Cross, le directeur du pôle politique actualité de l'IFOP, montre qu'il faut quand même éviter de tirer des conclusions trop hâtives des résultats aux élections municipales, surtout en les comparant aux présidentielles. Je cite l'étude: il y a une vraie décorrélation entre le vol local et les scrutins nationaux. Les électeurs tiennent de moins en moins compte de l'étiquette politique des candidats au municipal. Alors, attention, hein, dans le cas de clivage très franc, par exemple un affrontement LFI-RN, ce constat il fonctionne plus vraiment, et là il y a bien une polarisation idéologique qui se met en place, mais globalement au local ce qui prévaut, c'est logiquement des enjeux très locaux, très situés, très régionaux, et on est loin d'une répétition générale de la présidentielle comme on l'a un petit peu trop entendu à la télé. Donc le PS ils sont quand même loin d'avoir réellement pris une avance sur le reste de la gauche, et si on est honnête, on sent qu'il y a surtout une volonté très forte de la part de certains politiciens, de certains commentateurs médiatiques, de profiter d'une occasion de tacler au maximum LFI qui est nettement perçu aujourd'hui. En tout cas, si on fait le bilan des réactions médiatiques et politiques à ces municipales, je le redis, mais vraiment dans tous les discours politiques, dans tous les articles, j'ai vu parler de LFI et de manière prégnante, on ressent vraiment en fait à la fin de ces municipales que LFI est vraiment perçu comme une menace centrale au vu des présidentielles à venir. Mais j'aimerais finir sur autre chose. Pour finir, j'aimerais quand même souligner un article paru dans The Conversation et écrit par le sociologue Vincent Tiberge qui alerte sur la focalisation un petit peu trop grande qu'on a en France sur les petites victoires des partis et les votes partisans au détriment d'une réflexion plus globale qui prendra en compte notamment l'abstention et les contraintes dans les votes de beaucoup de citoyens. Vincent Tiberge, il explique, je cite, que dans la France des années 2020, la proportion des sans partis n'a jamais été aussi forte et que l'on assiste à un fractionnement partisan sans précédent puisqu'aucun parti ne domine nettement. Il ajoute plus loin, choisir un bulletin est de moins en moins synonyme de soutien et de plus en plus un choix faute de mieux. En gros, ce qui ressort, c'est que pendant que tous les partis fêtent leur petite victoire, une immense majorité des gens ne votent plus, et parmi ceux qui votent encore, en réalité, beaucoup le font par dépit et pour des projets politiques dans lesquels ils ne se reconnaissent pas vraiment. Et ça, c'est très grave, hein. Ça montre un décalage hyper fort entre, par exemple, des partis politiques comme le PS et LR, qui fêtent leur victoire au municipal comme s'ils avaient une vraie base militante, sans s'inquiéter de comprendre pourquoi les gens votent vraiment pour eux. En réalité, s'ils étaient honnêtes au PS et chez LR, ils sauraient qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de victoires à revendiquer et qu'ils ont bénéficié d'un vote circonstanciel basé sur une infrastructure d'élection qui leur est favorable
et pas vraiment sur une adhésion idéologique. Pire, ils sauraient aussi que leur victoire, elle est d'autant plus relative que l'abstention, elle est énorme. En fait, dans les discours politiques aujourd'hui, on a un espèce de biais du survivant. On ne tient compte que des victoires, on ne tient compte que des votants, et attention de pas tous les votants, on tient compte que des bons votants, ceux bien alignés aux valeurs du parti, et on oublie très opportunément de chercher à convaincre tous les autres. On oublie aussi toutes les fois où on a perdu, et on oublie aussi l'abstention qui grimpe toujours plus. On a un peu cette impression d'un match de foot dans un stade vide où les équipes se prennent pour une finale de Coupe du Monde sans se demander où sont passés les spectateurs. Et pour moi, c'est ça le vrai bilan de ces municipales, celui d'un spectacle politique qui s'essouffle et qui refuse de réfléchir à l'échelle de la démocratie. Tout le monde court après la prochaine élection, après le prochain scrutin, et personne ne veut faire le bilan de la situation qui se dégrade de plus en plus. Et je crois que le seul parallèle qu'on peut faire entre les municipales et la présidentielle, il est là. Sans doute que les seuls partis qui ont vraiment une chance à la présidentielle, ce seront ceux qui sauront essayer de parler à tous les électeurs laissés sur le côté de la route en proposant un vrai projet d'adhésion, et pas ceux qui se satisfont de la gloire d'une victoire vide fondée sur le dépit d'un électorat de plus en plus dégoûté de ses représentants.